Et nous avons également ce soir avec nous Franck. Bienvenue Franck, une fois de plus dans l'émission. Ça fait toujours plaisir de t'avoir avec nous. Salut. Et ben, ce que je vous propose, c'est que Franck, ce soit toi qui ouvre le bal de cet épisode spécial Vasco de Gama. Nous t'écoutons. Basiquement, on va faire très très simple, parce que de Gama, je pense que bon, déjà, il y a pas mal de gens qui savent pas qui c'est. Purement et simplement, parce que si le nom de Christophe Colomb est resté dans l'histoire, il a marqué l'histoire autant de ses contemporains que notre histoire moderne. Pour le coup, Vasco de Gama, c'est beaucoup moins connu, son histoire. Pourtant, elle a un impact immédiat qui va être presque plus importante, en termes de ressources en tout cas, que Christophe Colomb. Parce que Christophe Colomb, on découvre l'Amérique en 1492, comme tout le monde le sait, mais la découverte de l'Amérique, si elle va petit à petit mettre en tête dans l'idée des gens qu'il y a un nouveau monde à explorer, et va en créer des idées de richesse vers l'Occident, c'est pas vers là que se tournent les fantasmes, a priori, des gens de la fin du Moyen-Âge, quand il s'agit de penser royaume perdu avec des grandes richesses. Quand on pense royaume perdu plein de richesses, à la fin du Moyen-Âge, on pense à l'Orient. On pense aux Indes, on pense à ce fantasme presque de ces pays perdus vers l'Est qui se trouveraient derrière les grands califats musulmans et qui regorgeraient d'épices, d'or, de tissus, de plantes diverses et variées. Et la différence avec l'Occident, c'est que ce fantasme, en fait, il est pas tout à fait infondé. Là où les premiers conquistadors espagnols vont survendre l'idée des cités d'or et autres pays de cocagne aux Amériques qui s'avéreront très vite faire déchanter les premiers colons à cause de tout un tas de maladies et d'un environnement pas si ouvert et pas si facile à conquérir que ça. Pour le coup, dans l'Orient, en tout cas ce que les Européens considèrent comme l'Orient, à l'époque, il y a bel et bien un très grand nombre de richesses. En fait, on le conçoit pas forcément facilement, parce qu'aujourd'hui, c'est l'Europe et l'Amérique du Nord, de plus en plus la Chine et le Japon, qui concentrent les richesses en termes économiques. Mais à l'époque, c'est pas le cas. À l'époque, le centre commercial, économique, le centre des richesses, c'est l'Inde. Et dans une certaine mesure la Chine. Mais comme celle-ci est un petit peu plus éloignée et un petit peu plus refermée aussi sur son économie, c'est bien l'Inde qui se trouve au cœur du système d'échange. De l'Inde, on fait venir énormément d'objets précieux. On fait venir des épices, qui sont d'ailleurs une des grandes raisons pour laquelle il va ensuite y avoir des voyages, mais on fait aussi venir tout un tas d'autres choses. Alors c'est très varié, on va pas rentrer dans le détail de la totalité de ressources qui sont produites en Inde à l'époque, mais pour le coup c'est vraiment un endroit qui va produire énormément de choses que les Européens ne peuvent pas produire sur place chez eux, qui sont obligés d'importer, et qui coûtent très cher. Les épices à l'époque, ça coûte une fortune. Faut se dire, tous les épices que vous avez dans votre tiroir aujourd'hui, dans votre cuisine, à l'époque, rien que le sel déjà et le poivre valent très cher, mais en plus, si on part sur alors je me rappelle plus exactement tous les épices, c'est le cumin, je crois. Je suis très très mauvais en cuisine, en épices de manière générale. Mais vous savez quoi, je vais aller dans ma cuisine. Yes, je vais aller on chercher. va ouvrir le tiroir. Curry. Exactement, le curry, voilà, Direct. merci Marc. En tout cas, voilà, tous ces épices, safran, tout ça, ça vaut très 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 cher, parce qu'il faut un long voyage pour les amener jusqu'en Europe. Et en plus de ça, il y a tout un tas de gens, d'intermédiaires, qui se servent au passage et qui taxent votre ressource. En effet, vous avez d'abord tous les pays musulmans qui, en plus, se permettent régulièrement de resserrer la vis au niveau de l'écoulement des produits, en fonction de leur relation avec les différents royaumes chrétiens de l'époque, et qui du coup forcément rendent problématique parfois l'approvisionnement de ces ressources-là. Mais vous avez aussi tout un tas d'autres intermédiaires, notamment les Vénitiens, pour les nommer, qui maîtrisent le commerce en Méditerranée orientale, même s'ils ont quelques concurrents comme Gênes par exemple. C'est vraiment les Vénitiens quand même qui sont au cœur de ce réseau d'échange, et eux aussi, ils prennent leur part en tant qu'intermédiaires. Or, sur les bords de l'Atlantique, il y a un petit pays qui, depuis quelques années, a réussi à se débarrasser de tout risque d'invasion de ses anciens rivaux dans la péninsule ibérique, notamment les sultanats musulmans qui occupent le sud de la péninsule ibérique et qui ont longtemps été en conflit donc avec le Portugal, la Castille et l'Aragon. Et le Portugal, qui est le plus atlantique de ces pays,
se retrouve donc dans une situation un peu plus favorable dans la péninsule. Et ce pays, il a entre guillemets un peu de la chance historiquement à ce moment-là, puisque au début du XVe siècle, un certain nombre de souverains, notamment Henri le Navigateur, de son surnom, vont se lancer dans de grandes expéditions maritimes dans le but de se créer leurs propres réseaux commerciaux. Ils vont commencer par faire le tour de l'Afrique, petit à petit, en allant de plus en plus loin, d'abord en contournant l'Afrique occidentale pour découvrir dans le golfe du Gabon tout un tas de ressources, notamment en or, en ivoire, aussi en esclaves, mais en gomme aussi, par exemple. Et petit à petit, ils vont pousser de plus en plus loin. Ils vont descendre jusque au bord du fleuve Congo. Et c'est progressivement cette exploration de plus en plus éloignée vers l'Afrique et cet intérêt portugais pour la création de nouvelles routes commerciales qui va amener en 1497 à la préparation d'une expédition vers l'Orient par le roi Manuel Ier, dans un but, alors bien sûr donc commercial, mais aussi dans un but presque mythologique. En effet, en plus des richesses qu'on peut trouver en Inde, il y a un autre phénomène qui attire un certain nombre d'intellectuels européens, c'est le mythe du royaume du prêtre Jean. Alors, on ne développera pas l'entièreté de ce mythe aujourd'hui, puisque je crois que Marc a prévu un épisode spécial a posteriori. Effectivement, qu'on y reviendra, j'évoquerai moi-même aussi dans ma chronique juste après. C'est un Très gros vaste. morceau. Hein. Ouais. C'est un très grand sujet. Si on le résume très simplement, il y a beaucoup d'intellectuels chrétiens qui pensent qu'il existe un royaume chrétien perdu quelque part en Orient, que certains, notamment, vont placer en Inde. Ça va pousser aussi cette expédition. Et c'est donc à Vasco de Gama que le roi Manuel Ier va faire confiance. Il va lui donner donc 4 bâtiments de marine, des caraques et une caravelle. La caravelle étant un petit bâtiment, souvent à un mât, gréé en voile latine, donc triangulaire, et les caraques étant des bâtiments un peu plus imposants, souvent avec une poupe et une proue, c'est-à-dire un avant en arrière un peu rehaussé. Et l'objectif va être d'atteindre l'Orient en faisant le tour de l'Afrique. Alors là, dit comme ça, on pourrait se dire aujourd'hui, bon, ça a l'air long, mais pas plus. Mais en réalité, c'est un voyage qui est particulièrement dangereux, puisqu'on le rappelle, à l'époque, il n'y a même pas encore de comptoirs commerciaux autour de l'Afrique. Et... ça veut dire que l'expédition n'a aucune bouée de secours. Si jamais ils se perdent, si jamais il y a un navire qui s'échoue, si jamais, pour une raison ou pour une autre, il y a une maladie qui venait à frapper les équipages, ils sont tous perdus. Il n'y a personne à proximité pour leur venir en aide. Ouais. En tout cas, en tant qu'alliés officiels. Pourtant, c'est près de 200 hommes qui vont s'embarquer un 8 juillet 1497 en direction d'abord donc du sud afin de faire le tour de l'Afrique. C'est le 22 novembre seulement, quelque chose comme 5 mois après, que les équipages donc de Vasco de Gama passeront le cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud, passeront enfin de l'autre côté de l'Afrique, qu'ils vont remonter en n'étant pas les explorateurs les plus sympathiques qui soient sur leur chemin, puisque en effet, comme ils ne connaissent pas les eaux et les courants qu'ils explorent, ils vont régulièrement s'arrêter et prélever chez les tribus locales, alors parfois par la négociation, parfois par la force, des marins ou des personnages un peu plus savants, pour que ceux-ci justement les aident et les guident à travers ces eaux-là. Donc c'est à moitié par la négociation, à moitié par le rapt que les Portugais vont se trouver vont se trouver un chemin de voyage qu'ils vont remonter et qu'ils vont traverser donc pour la première fois l'océan Indien et arriver à Calicut, une ville qui se situe dans le sud-ouest de l'Inde d'aujourd'hui et qui va être donc leur point d'arrivée, leur découverte fabuleuse. Bon, sauf que pas de bol, le fameux royaume du prêtre Jean n'est pas là. Semble-t-il qu'il soit il se soit trompé, soit peut-être ils ont peut-être cru un peu trop fort. Et puis surtout, malheureusement, ce que les Portugais appellent le Zamorin et ce que les locaux appellent plutôt des Samutiri ou des Rajas, c'est-à-dire le chef local de Calicut, va être passablement déçu par les propositions commerciales des Portugais et ceux-ci vont faire chou blanc. Faut dire qu'ils avaient embarqué du miel, des chapeaux et des pots de chambre. C'est pas... ce qui se fait de meilleur. Voilà. Bon, l'industrie portugaise de l'époque, voilà, c'était peut-être pas le meilleur échange possible.
Donc ceux-ci vont repartir un peu broudouille et vont devoir faire machine arrière. Ils vont quand même rester 3 mois sur place, hein, et encore une fois, pour preuve de bon voisinage, vont en profiter pour prendre des otages sur place. Après, il faut bien, je fais un mini aparté, mais il faut aussi que les auditeurs comprennent que la prise d'otages fin du Moyen-Âge, c'est une pratique qui en fait est assez normalisée. C'est-à-dire que l'échange d'otages ou la prise d'otages, c'est une méthode qui est complètement acceptée et très pratiquée par les gens de l'époque pour se servir de garantie en fait. Ouais. On se fait pas du tout confiance à l'époque, pas plus qu'aujourd'hui. La différence c'est qu'il n'y a pas de droit international, donc on prend des otages, c'est une garantie, voilà, on va dire une garantie physique concrète. Donc ils vont faire le voyage de retour, pareil qui va être quand même assez long. Et Vasco de Gama est acclamé au Portugal, il devient même amiral des Indes, ce qui est un titre assez glorieux qui s'accompagne de certains droits sur le commerce justement avec les Indes. Bon, en réalité, l'expédition en elle-même, elle est pas, c'est pas non plus un succès commercial gigantesque, mais c'est bien la première fois que, en passant par le Cap de Bonne-Espérance, en faisant le tour de l'Afrique par le sud, on a atteint les Indes. Et ça, en soi, ça va ouvrir par la suite énormément d'opportunités aux Portugais, puisque c'est à partir de ce moment-là qu'ils vont se mettre en fait à non seulement ne plus dépendre des États musulmans, notamment de l'Égypte et des différents États qui vont se succéder, on va faire la liste complète, il y en a beaucoup, entre l'Anatolie, donc la Turquie actuelle, et la Syrie, et donc ils vont ouvrir une nouvelle route commerciale, et ça va leur apporter pendant plusieurs siècles énormément de richesses. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on envisage moins aujourd'hui, qu'on visualise pas, parce que le Portugal, c'est plutôt un petit pays en Europe dont l'économie n'est pas forcément aussi vigoureuse que celle des Pays-Bas par exemple. Pourtant, à l'époque, le Portugal va devenir une superpuissance malgré sa faible taille et sa faible population. Et ce grâce donc à cette découverte maritime. D'ailleurs, précis, c'est pas le seul voyage que fera Vasco de Gama, en fait il va en faire 3. Un deuxième voyage en 1502, 5 ans après être parti la première fois. Un voyage qui sera plus intéressant au niveau commercial, notamment parce que cette fois-ci ils arrivent avec de l'or et de l'argent, et que du coup c'est plus facile d'échanger des marchandises, bizarrement. Mais aussi un voyage qui s'avérera assez violent, il va y avoir pas mal de combats aux alentours de Calicut. Et un troisième voyage donc, je veux pas dire de bêtises. C'est en 1519, non? Il y a un moment donné où il fait une semi-retraite. Ouais, j'ai un et c'est Francisco de Almeida. Putain, je prononce très mal. Almeida qui nomme vice-roi des Indes à sa place. C'est super dur à prononcer le portugais. Ouais, c'est clair. C'est compliqué. Vous allez beaucoup vous marrer à nous entendre ce soir. Ah ouais, moi j'ai complètement esquivé tous les noms en portugais parce que sinon on n'est pas sorti de l'auberge. Si on fait la liste de toutes les étapes qui ont du coup des noms en portugais, on n'est pas sorti le cul des ronces. Donc voilà, il va faire un troisième voyage, mais par contre, ce sera son dernier. D'ailleurs, il décédera sur place peu après être arrivé. Il décédera de la malaria. Encore une fois, les maladies, c'est compliqué à gérer. D'ailleurs, il me semble qu'à l'introduction, je vous ai dit le 25 décembre, mais c'est le 24 décembre qu'il est mort. Voilà, donc je me suis trompé d'un jour. Je suis navré. Voilà, donc un grand Portugais qui lance une nouvelle route commerciale vers l'Orient, qui ouvre aussi le début de l'Empire portugais. L'empire colonial portugais, qui aujourd'hui est un peu ignoré, alors que pourtant il a duré paradoxalement plus longtemps que l'empire colonial espagnol, puisque les comptoirs portugais qui seront petit à petit implantés en Afrique, notamment au Cap-Vert, à Cabo Verde, et en Angola et au Mozambique, donneront naissance donc à ces pays plus tard. On parle d'ailleurs toujours portugais aujourd'hui. Certains parlent toujours portugais, effectivement. Angola, il me semble. Et au Mozambique aussi. Mais aussi donc pas mal de petits comptoirs aussi donc en Inde, notamment Goa, qui ne sera rétrocédé à l'Inde d'ailleurs que très tardivement, et même des petits comptoirs en Indonésie, notamment le Timor oriental, dans le Timor oriental, un petit pays dont l'actualité reparle de temps en temps, puisque après avoir été annexé par l'Indonésie, après que celle-ci ait eu son indépendance et qu'elle ait récupéré le territoire du Portugal, le Timor oriental a de nouveau cherché à obtenir son indépendance, justifiant notamment de ses différences par rapport à l'ancienne colonie indonésienne qui était néerlandaise. Donc finalement une expédition qui va ouvrir énormément de possibilités vers l'Est, vers l'Orient,
mais qu'on ignore un peu souvent parce que, très connement, la découverte d'un nouveau monde avec de merveilleuses cités d'or et des territoires inexplorés, et ensuite tout un tas de pirates dans les Caraïbes font Ça fait plus que, vendre du rêve pour le grand public. voilà, tout le monde se concentre effectivement sur les Amériques, sur l'Occident, alors que pourtant l'histoire des explorations navales, elle se fait tout autant vers l'Est, et il y a tout autant de choses à découvrir, hein. Tout autant de piraterie d'ailleurs, hein, pour ceux que ça intéresse, Ouais. C'est clair. puisque La Buse, l'un des notamment, est un pirate Voilà. de la la région, Buse, ouais. on en a déjà parlé, l'un des plus grands pirates de tous les temps, qui d'ailleurs s'était emparé d'un navire portugais, du navire amiral d'ailleurs de la flotte des Indes portugaises, avec le gouverneur des Indes portugaises à son bord. Un trésor qui lui-même inspirera le One Piece et Shiro Oda. Et oui, si vous ne le saviez pas, le trésor de One Piece existe bel et bien. C'est un trésor planqué par un pirate français. Et tout ça, ça aurait pas été possible sans Vasco de Gama. Eh ben, génial. Petite pirouette à la fin. Pirouette, bah, merci beaucoup, Franck, pour avoir mis un peu les points sur les i en parlant un peu de Vasco de Gama. Est-ce que je peux juste me permettre Vas-y. de t'interrompre parce qu'en fait, du Oui. coup, j'avais quelques illustrations. Et en fait, il y a un livre qui a été écrit au milieu du XVIe siècle et qui recense toutes les flottes portugaises. Et donc, on a des pages, notamment avec la première flotte Waouh. de Vasco de Gama. On dirait des trucs que t'aurais pu faire dans le 9e siècle. Eh bien, et peut-être que je m'inspire de ce qui est déjà sorti et que je prends des images libres de droit dans des livres qui ont plus de Qui ont plus de 300-400 ans. C'était donc ça. Donc, on a la première flotte et la deuxième flotte. Je suis pas allé plus loin. Ok. C'est très dur de trouver des images en bonne qualité et le facsimilé coûte très cher. Donc malheureusement, il faut se contenter de ça. Elles sont très 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 belles. Très très belles illustrations, mais je crois qu'un peu incroyable. plus tard, un peu plus fort, Nico, tu nous parleras de la condition De vie à bord. Voilà, on verra Oui. que les bateaux sont très très jolis. Voilà, ça fait. Est-ce qu'il y a à très l'intérieur joli, les peut-être moins. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.